En manchette ce soir, un Rwanda-Rwandien confiant de gagner sa demande d'information contre Glencore. Une audience a lieu demain devant la Cour du Québec pour savoir les intrants de la fonderie or. Lancement d'une importante réflexion sur l'avenir de nos forêts. Et Olivia Barry signe un contrat professionnel avec une équipe espagnole. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Le porte-parole du regroupement Vigilance Mine de l'Abitibi-Témiscamingue, Marc Nantel, souhaite avoir des informations sur les intrants de la fonderie Horn avec son avocat depuis déjà près d'un an. Glencore porte le dossier en appel demain à la Cour du Québec et Kimberly, pour l'instant, la fonderie Horn a peu de chances de remporter cette affaire. Absolument, Mélissa. Selon Marc Nantel et son avocat Marc Bichaille, tous les deux considèrent que l'argument du secret industriel n'est pas suffisant, en fait, pour que la fonderie Horn gagne leur cause. Rappelons que justement qu'il y a quelques mois, la juge avait déclaré que la fonderie Horn ne pouvait pas utiliser cet argument. Et de plus, le Rouyn-Norandien, Marc Nantel, a déjà eu auparavant ces données disponibles-là entre 2016 et 2018. Mais ce n'est qu'en 2019 que la fonderie a décidé de ne pas divulguer ces informations. Donc, je vous laisse écouter Marc Nantel qui rappelle l'importance que ces données environnementales soient disponibles, ainsi que son avocat Marc Bichaille qui nous explique les scénarios qui seront possibles pour demain. Disons que j'ai été exposé dans une journée à du 800, bien, vous pouvez imaginer que ça affecte encore plus. Donc, ce qu'on voit, c'est que les pics sont encore là, puis il y a de l'amélioration à avoir. Mais comme je vous dis, là, c'est une question à long terme. Ça veut dire que dans, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce que les concentrations vont être encore plus élevées? Je ne peux pas dire. Puis ce document-là me permet de le savoir. Si la Cour du Québec donne raison à M. Nantel, en principe, ça devrait s'arrêter là. C'est sûr qu'il existe quasiment toujours des recours en droit jusqu'à ce qu'on soit rendu à la Cour suprême. Donc, la fonderie pourrait peut-être essayer d'aller plus loin. Sinon, si la Cour du Québec donne raison à la fonderie, le scénario le plus probable, à mon avis, c'est que le dossier va retourner devant la Commission d'accès à l'information pour une nouvelle audience. Mais Kimberly, qu'est-ce que pense le comité arrêt de tout ça? En fait, selon Nicole Desgagnés, qui est porte-parole du comité arrêt, en fait, elle est tout de même étonnée que la fonderie Horn n'ait pas pu fournir ces données dans les récentes années, puisqu'elle-même a fait ces mêmes demandes-là il y a quelques années et ça avait justement fonctionné. Le but, comme elle rappelle, c'est pas de créer des stratégies contre la fonderie Horn ou quoi que ce soit, c'est tout simplement de mieux s'informer sur la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. Donc, Nicole Desgagnés croit justement que la fonderie Horn a peur que les citoyens en sachent peut-être un peu trop sur leurs activités. Je pense que plus nous, on comprend les choses, plus on peut les comparer, plus ça peut déranger, honnêtement. Dans les derniers mois, on a eu un peu plus d'informations qui étaient disponibles. Là. Il y a eu une obligation avec une dernière autorisation de mettre certaines données en disponibles plus rapidement. Ça fait que ça, c'était un plus, mais je pense qu'il faut toujours demander, insister. Et il a fallu que ça soit signé pour que ça se fasse. Donc, demain, à 9h30, oui, 3 juges vont pouvoir évaluer la décision de la juge de la première instance pour savoir si la situation est toujours en faveur de M. Marc Nantel. D'ailleurs, c'est ça, l'audience commence demain, comme je disais. Et si la fonderie Horn conteste toujours cette décision, il se peut qu'on aille même à la Cour supérieure avec cette affaire. On va suivre le tout. Merci, Kimberly. Dans les faits divers maintenant, la Sûreté du Québec confirme que l'adolescent de Val-d'Or, âgé de 15 ans, Denyen Brazopienne, a été retrouvé sain et sauf dans le secteur de Lac-Simon. Ses proches, on le rappelle, avaient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Sur la scène judiciaire maintenant, l'enquête préliminaire de James Testa s'est conclue vendredi dernier au palais de justice de Rouyn-Noranda. La juge Nathalie Sanson, qui est attitrée au dossier, rendra sa décision le 11 janvier 2024. On saura donc à cette date si les preuves déposées par le directeur des poursuites criminelles et pénales pour certains chefs d'accusation justifient oui ou non la tenue d'un procès. On rappelle que l'homme de 55 ans a été arrêté en janvier dernier et a fait actuellement face à 33 chefs d'accusation, dont de l'exploitation sexuelle.
Dans un autre dossier, Québec accède à la demande du Front commun syndical et nomme un conciliateur à la table de négociation pour le renouvellement des conventions collectives de la fonction publique. D'ailleurs, sur le réseau social X, le ministre du Travail, Jean Boulet, confirme donc la nomination d'un conciliateur pour arriver, et je cite, le plus rapidement possible à une entente. La centrale des syndicats du Québec a rappelé plus tôt aujourd'hui ne pas vouloir négocier via les médias, mais plutôt se rasseoir avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. On rappelle que le Front commun tiendra à partir de demain 3 journées de grève et détient également un mandat de grève illimité. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. À la question du jour, on vous demandait, Front commun, craignez-vous des impacts de votre quotidien en raison de la grève? Vous avez répondu non à 63%. Sur le sujet des feux de forêt, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts a annoncé la mise sur pied dès l'hiver prochain de consultations sous forme de table de réflexion sur l'avenir de la forêt. Entrevue d'Anthony Dallaire avec le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Dans cet exercice-là, c'est quoi le bilan exactement? Bien, je vous dirais, là, le premier qui a été important au niveau du bilan, je reviens à la capacité d'intervention de la SOPFEU puis de la sécurité civile. On a dit, est-ce qu'on peut rapidement apporter des améliorations ou des mesures d'atténuation? Premièrement, simplement à ce niveau-là. Par la suite, au niveau forestier, là, on va voir dans chacune des régions comment on va le faire. Puis ça, on n'a pas les réponses. Il y a des pistes de réflexion à ce moment-ci, mais il faut parler avec tous les gens. Qu'on pense à la stratégie Caribou qui n'a pas été encore annoncée, mais tout ça va avoir des impacts ensemble pour le futur. Et l'autre volet, c'est l'aménagement des forêts. Comment allons-nous le faire et les récoltes? Il y a des discussions à voir à cet égard-là, qu'on pense, par exemple, au niveau de la sylviculture. On avait un rythme de reboisement actuellement qu'il va falloir augmenter pour tenir compte des impacts. Donc, tout ça, il faut qu'il soit en discussion. Il n'y a pas de décision de prise parce qu'il faut répondre aux attentes de chacun des milieux, comme je vous disais, qui sont différents. Mais au niveau déjà des pistes d'atténuation puis d'intervention, ça, il va y avoir des choses qui vont être annoncées prochainement, c'est certain. Comment, concrètement, le gouvernement va faire pour les aider, les municipalités des régions, pour lutter contre les feux de forêt? J'ai pas la réponse exacte, mais quand on regardait, par exemple, à Chibougamau, puis comme vous avez dit, à Nord-Métal, à Sainte-Terre, partout, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ont fait rapidement qu'est-ce qu'ils appelaient des zones de déboisement mécanisées pour faire une bande de protection. Mais ça, il y a quelques municipalités qui l'ont fait, mais maintenant, il va falloir aller plus loin pour les autres municipalités à cet égard-là. Comment qu'on va le faire? Mais aussi, c'est pas rien côté des arbres. Il y a-t-il moyen, à ce moment-là, je pense, de faire des aménagements qui soient en même temps utiles pour la population? Alors, donc, la ministre elle a annoncé à ce moment-là qu'on allait mettre en place des tables régionales pour faire un bilan régional dans chacune des régions, entendre les gens dans chacune des régions parce que chaque région a une réalité forestière différente. Donc, ça prenait cette consultation-là qui vont faire le tour du Québec pour finir avec un exercice national quelque part probablement autour du mois de mars. Et d'ailleurs, toujours dans le même dossier, la résilience des cris de la baie James devant les feux de forêt cet été fait l'objet d'une grande conférence. Eliane Grant livre le récit de cette dure réalité en conférence le 28 novembre prochain. Yvon Moreau. Durant l'été et même jusqu'à aujourd'hui, les articles qu'on voit dans les différents journaux et reportages, c'est souvent axé sur la ressource, donc les arbres, la forêt, le coût économique. On parle très peu de l'humain, des communautés qui en ont souffert aussi beaucoup, non seulement durant les feux, mais même encore aujourd'hui, c'est encore très difficile pour plusieurs familles qui ont perdu... il y a des gens qui habitent en communauté, mais la majorité ont aussi des camps en forêt qui passent la majorité de leur temps. Donc, souvent, le 3/4 de l'année sont à l'extérieur dans leur camp en forêt. Donc, pour eux, il y en a plusieurs qui ont perdu leur camp.
C'est des pertes immenses parce que c'est comme un legs familial, là. C'est souvent le grand-père ou le père qui a construit. Des fois, ils ont tout perdu. Ils ont perdu le bateau, ils ont perdu la scie mécanique, tout ce qui leur permettait, en fait, de maintenir leur mode de vie traditionnel, en fait, qui est tout disparu en quelques jours, semaines. Donc, c'est très bouleversant, même encore aujourd'hui. On n'est pas encore en reconstruction. Il y en a certains qui vont peut-être le faire éventuellement dans les prochaines années, mais est-ce qu'ils vont reconstruire dans un endroit où c'est complètement brûlé, puis où il n'y a plus de fonte non plus. Donc, ça permet pas non plus de chasser ni de draper. Donc, c'est tout ça aussi à tenir en compte. Donc, les répercussions vont se faire sentir sur encore plusieurs années. C'est difficile d'être résilient, là. Le constat est difficile à accepter, mais il y a plusieurs aînés qui ne sont pas à leur premier drame, là. Donc, pour eux, c'est pas la première fois que tout est à reprendre, tout est à recommencer. Donc, c'est les aînés qui nous donnent beaucoup espoir que éventuellement, mais ça ne sera pas toujours comme ça, puis qu'on va se rebâtir comme nation, puis qu'on a passé au travers souvent bien pire, là. Donc, c'est ce qui permet de... Oui, c'est difficile en ce moment, mais j'ai l'impression, j'ai la certitude que notre communauté, notre nation va en renaître de ses cendres, en fait. C'est quoi? Il faut être patient puis espérer qu'on puisse y retourner éventuellement? C'est pas mort. C'est juste qu'elle va prendre du temps avant que ça devienne aussi riche qu'avant, mais c'est sûr qu'éventuellement. Donc, c'est-à-dire qu'on va réapprendre à connaître le territoire. Toutes les connaissances qu'on avait avant ne s'appliquent plus maintenant. Donc, les secteurs fauniques ne sont plus là. Ils vont être changés. Probablement qu'ils vont être ailleurs. Donc, ça va être tout à réapprendre, mais collectivement, en fait, qu'on va réapprendre. On va reprendre nos habitudes. On va parler de reconnaissance maintenant. Le prix Hector Fabre 2022 a été remis au laboratoire de recherche sur les forêts froides de l'UQAT. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie a procédé à la remise de ce prix jeudi dernier en présence de la ministre Martine Biron. Et grâce à cet honneur, le laboratoire gagne également une bourse de 25 000 $. Le laboratoire effectue des recherches multidisciplinaires sur l'analyse et la modélisation du fonctionnement des forêts froides de l'hémisphère nord, avec plus d'une centaine de chercheurs, de professionnels, mais aussi d'étudiants internationaux majoritairement francophones. Et il n'y a pas que l'UQAT qui a reçu un prix, puisque c'est sous le thème « Croire, accomplir, conquérir » que s'est tenue samedi soir dernier la 43e édition du Gala des Extras de la Chambre de commerce et d'industrie de Rwanda. Plusieurs entreprises, organismes et personnalités se sont vus décerner l'un des 26 prix. Et c'est l'entreprise Sogitex qui œuvre notamment dans le nettoyage après sinistre qui s'est vu décerner le titre d'entreprise de l'année, alors que le président de Proper, Étienne Lambert, s'est vu remettre le prix Edmond Horn. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. L'ambiance de Noël s'installe doucement dans la région et justement l'Orchestre symphonique régional débutera sa tournée de concert le 1er décembre. Plus de détails dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est par une journée ensoleillée de septembre que s'est déroulée dans une ambiance festive l'inauguration du parc de planche à roulettes de la municipalité de Barreau. Plus de 150 personnes étaient présentes lors de la découpe du ruban et ont assisté à la démonstration par Abitibi-Skate des possibilités qu'offre le parc. C'est grâce à l'implication communautaire et les investissements de 260 000 $ que le projet a pu voir le jour. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, l'Orchestre symphonique régional poursuit sa tradition et présente sa tournée de concerts de Noël.
Oui, et on peut vraiment dire que le temps des fêtes approche. C'est du 1er au 10 décembre que l'Orchestre symphonique régional nous offre sa tournée de concerts de Noël dans différentes églises de la région. On a plusieurs chorales invitées qui seront de la partie également. La tournée régionale va s'arrêter dans 5 villes, c'est-à-dire Saint-Bruno-de-Guigues, Amos, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, ainsi que La Sarre. On a très, très hâte de vous y retrouver. Avec chacun des chefs ou des chefs de chorale, on choisit à peu près une dizaine de chants de Noël que c'est eux autres qui choisissent. Donc là, c'est ça le défi de l'orchestre. C'est le temps de la saison qu'on se retrouve en famille. Puis les concerts de Noël de l'orchestre, c'est ça que ça amène. Puis c'est toujours une magie. Là. C'est toujours une magie. Puis écoute, on fait ça dans des lieux comme ici parce que c'est plein. Des fois, on refuse des gens. Il y a trop de monde. C'est à ne pas manquer. Si vous êtes jamais venu au concert, il ne faut pas manquer les concerts de Noël. Et Stéphanie, on reste dans l'ambiance festive du temps des fêtes avec la parade de Noël qui aura lieu à La Sarre. Oui, et préparez-vous à vous habiller chaudement pour faire la rencontre du Père Noël. C'est pas rien, hein? 2e édition de la parade de Noël d'Abitibi-Ouest. On vous réserve quand même toute une programmation. On commence justement à 13h au centre de formation générale Le Retour. On va longer la rue principale en direction du Participarc. On a tout plein d'activités pour toute la famille, des jeux, des tirages. On a également des chiens de traîneau, un feu aussi. Les activités se déroulent de midi à 17h. On parle d'une très, très belle soirée pour toute la famille, Mélissa. L'année passée, c'est qu'on voulait briser la solitude. La solitude des gens qui sont seuls à Noël aussi. C'est fou comment les gens sont généreux. Les gens sont tellement généreux puis impliqués. On trouve des bénévoles. Les gens s'impliquent dans toutes les sphères. On a aussi la ville qui nous aide cette année beaucoup. Nous prêter des espaces. C'est très apprécié. Ça fait que je pense qu'on gagne à être connu puis à continuer cette belle événement-là. On veut que vous commenciez votre magie de Noël plus de bonheur. Venez voir le Père Noël, venez faire rêver vos enfants. Et pour terminer, dans votre indice bohémien du mois de novembre, on met en lumière les régals. Je vous rappelle qu'il vous reste 3 jours pour pouvoir voter pour votre finaliste 2023, artiste de l'année de votre choix. On a la soirée gala qui va se dérouler le 30 novembre au Théâtre du Cuivre. Également, on en apprend davantage sur les 100 ans de l'histoire musicale de la ville d'Amos. Et vous allez avoir toutes les dates de spectacle en Abitibi-Témiscamingue avec le calendrier culturel. Bonne lecture! On fait un retour sur les matchs de nos 2 équipes régionales dans la LHMQ. C'est une fin de semaine à oublier pour les Foreurs et en demi-teinte pour les Huskies. On vous en parle plus après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La Rouyn-Norandienne Olivia Barry signe un contrat de 3 saisons avec l'équipe espagnole Movistar. L'athlète de 26 ans a été recrutée pour endosser un rôle de leader lors de certaines courses la saison prochaine selon le communiqué de la formation. Olivia Barry va se joindre donc à sa nouvelle équipe le 1er janvier prochain. Movistar amorce une nouvelle ère après la retraite de la double médaillée olympique Annemiek van Vleuten. Et toujours au sport, le judoka Guillaume Golin monte sur le podium à la Coupe panaméricaine de Montréal. Lors de la compétition qui se déroulait le week-end dernier, l'athlète du club Juvaldo de Val-d'Or s'est mérité une médaille de bronze chez les moins de 90 kilos. À noter quand même que ce podium est le premier de Guillaume Golin dans un tournoi de la Fédération internationale de judo et ça lui permet donc d'accumuler des points de classement international. Les prochaines compétitions se dérouleront en janvier avec le championnat canadien élite et l'Open de Belgique. On passe dans la LHMQ maintenant puisque les Huskies de Rouyn-Noranda se récoltent 2 points sur une possibilité de 4 lors d'un week-end à domicile. D'abord, en action vendredi, la Meute ne s'est pas laissée imposer et a blanchi les Voltigeurs de Drummondville 3-0.
Dans la victoire, Andriy Loshko, Bill Zonon et William Rousseau des Huskies se sont mérités la première, deuxième et troisième étoile. De retour à l'Arena Glencore dimanche, les hommes de Martin Dagenet se sont inclinés par la marque de 3-2 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. D'ailleurs, le gardien de but rwandien Nathan Darvaux a été nommé sur l'équipe de la semaine dans la LHGMQ. Le portier de 20 ans a été parfait lors de ses 2 départs contre les Cataractes de Shawinigan cette fin de semaine. Il s'est mérité des jeux blancs de 33 arrêts samedi et 25 dimanche. Et c'est la 3e fois en 9 semaines cette saison que Darvaux est honoré ainsi. Il est le meneur à ce chapitre chez les gardiens de but. De l'autre côté de la 117 à Val-d'Or, c'est plutôt un week-end à oublier pour les Foreurs. Ils étaient en action vendredi et la troupe de Maxime Desruisseaux s'est inclinée 4-2 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et malgré que le Vert et Or menait par un but après 2 périodes de jeu, la formation valdorienne s'est écroulée dans le 3e tiers et a essuyé 3 buts sans riposte. Samedi, les Foreurs se sont inclinés 5-1 dans un match à sens unique contre les Voltigeurs de Drummondville. Seul Samuel Fiala des Foreurs a trouvé le fond du filet. J'ai adoré mettre Beaudoyer en fin de semaine, à part peut-être sur un but discutable, qui est une fin de semaine du tonnerre pour un jeune qui vient d'avoir 17 ans, très prometteur. Pour un premier week-end à Jordan Abel, je vous confirme qu'il a bien fait ça également aujourd'hui. Quand même 9 recrues sur 20 dans notre line-up à soir. Là. Fait que j'ai aimé Jordan, j'ai aimé la manière qu'il s'est imposé, marqué un gros but hier. Ce soir, encore bien fait ça. Évidemment, écoute, on se le cachera pas, on a du sens, puis ça a été par moments plus difficile. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, on peut dire qu'on était très heureux d'avoir du soleil aujourd'hui. Oui, on était dû pour un peu de chaleur avec la température des derniers jours. En ce qui a trait ce soir et cette nuit pour l'ensemble des secteurs, on a quand même un dégagement. Par la suite, place aux nuages au nord et au sud, moins 13 degrés pour l'Abitibi, moins 10 degrés pour le Témiscamingue. Alternance de soleil et de nuages demain pour l'Abitibi-Témiscamingue avec des nuages en mi-journée, maximum de moins 2 degrés. Au Témiscamingue, on a des nuages en mi-journée, de la neige débutant tard en après-midi avec un max de 1 et alternance de soleil et de nuages pour l'ensemble des secteurs concernant mercredi avec un maximum de plus 1 degré pour les 2 secteurs. Bon début de semaine. Merci Stéphanie. Avant de se quitter, je veux souligner aujourd'hui la Journée mondiale de l'enfance, mais aussi le début de la grande semaine des tout-petits. D'ailleurs, Ville-Marie et Rouyn-Noranda ont mis un drapeau pour l'occasion. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite de passer une belle soirée et à demain.